Moi, je voulais vous montrer pour commencer cette image, cette émission, une image qui montre la difficulté d'être reporter de guerre. Et souvent, je vous parle le matin de Régine Delfour, de Valentin Rouillant, qui sont sur place, de Fabrice Elsner, de Thibaut Marcheteau. Et on sait que c'est pas toujours simple. Et vous allez voir ce journaliste, reporter, vous avez peut-être vu l'image d'ailleurs, et je le dis pour nos amis d'Europe 1, qui sont à l'écoute de la radio. C'est un reporter qui est en train de faire un direct, un duplex. C'est un reporter de Russia Today. C'est sans doute une frappe israélienne. Il est au Liban. Et il y a un missile qui arrive. Et heureusement, ce missile ne l'a pas touché. Mais ce missile tombe à quelques mètres derrière lui. Regardez cette séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux. Further rocket attacks were reported against Nahariya and a minute. Fucking hell. À la fois une image, c'est une image très forte, évidemment, c'est une image très puissante. Alors, c'est une image qui montre aussi la réalité de la guerre, parce que c'est un journaliste, certes, mais nous sommes ici en France depuis 1945. Aucune bombe n'est jamais tombée, aucun missile n'a jamais atteint un quartier de Paris, ni de Lyon, ni de Marseille, ni de nulle part. Donc la réalité, c'est pour ça que les gens qui parlent parfois d'Israël, voilà, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que de vivre dans une ville où tu as un missile qui tombe, tu as une bombe qui tombe, etc. Donc ça change évidemment l'atmosphère d'un pays et parfois l'atmosphère. Exactement. Et c'est vrai que hier, je vais juste réagir parce que hier j'ai entendu Vincent Hervouet, qui est un spécialiste de renom, qui parlait sur votre plateau, notamment d'Israël. La réalité israélienne, on ne peut pas faire de concurrence des victimes et des civils selon les pays. La réalité israélienne, que je connais très bien, est douloureuse aujourd'hui. C'est une guerre à la fois physique, mais aussi une guerre psychologique, avec des habitants qui ne dorment pas, des personnes qui sont aussi déplacées, des journalistes qui ne peuvent pas faire leur travail correctement. Hier, j'avais un journaliste au téléphone, il a été obligé de se mettre sous un pont parce qu'il y avait des bombardements près de Jérusalem. Donc voilà, c'est vrai que cette réalité-là, il faut la vivre pour la connaître véritablement. Vous êtes en Israël depuis des années avec un pays en face ou des gens en face qui veulent votre mort, et qui veulent vous détruire et qui envoient des missiles, des bombes sur votre ville, sur vos quartiers depuis des années. Donc évidemment, ils ont envie de se défendre et surtout d'éradiquer ceux qui veulent les tuer. Ce que n'importe quel... Ils ont le droit de se défendre. Oui, ils ont le devoir même. Le devoir. Oui, bien sûr, Georges Fenech. Le détroit d'Ormuz. Alors, le président de la République a pris la parole à minuit, Thomas Bonnet. Ça devient une habitude. Hein. Oui. Là, il était à Bruxelles, en l'occurrence. Oui, mais bon, ça, c'est l'important, c'est ce qu'il a dit. C'est pas tant l'heure à laquelle il l'a dit. Et on va écouter Emmanuel Macron. Est-ce que vous trouvez que son intervention est claire ? Plutôt, je trouve, oui. Oui, on lui fait parfois le reproche de naviguer, sans mauvais jeu de mots, entre différentes positions. Là, je crois qu'il est plutôt constant dans ce qu'il dit. Bon, écoutons ce qu'il a dit sur le détroit d'Ormuz et l'implication de la France dans cette zone géographique. Sur la question du détroit d'Ormuz, nous avons pu là aussi échanger. J'ai redit qu'une fois que la situation serait plus calme, la France était prête avec d'autres nations à prendre la responsabilité d'un système d'escorte de navires dans le détroit, dans le cadre d'une mission qui n'a pas vocation à être une action de vive force et qui devra faire l'objet d'échanges et d'une déconfliction avec l'Iran. Ceci implique d'associer tous les acteurs du secteur maritime, transporteurs comme assureurs. En revanche, nous ne participerons à aucune ouverture de force du détroit dans le contexte des opérations de guerre et des bombardements en cours. Traduction. C'est toujours la posture défensive, c'est-à-dire on va participer à débloquer le détroit d'Ormuz, mais une fois que les choses se seront calmées, il ne veut pas être perçu, en tout cas il ne veut pas que ce soit perçu par l'Iran comme un acte de co-belligérance. C'est toujours un peu sur un fil, c'est la diplomatie, c'est compliqué. Hein. Mais je trouve qu'il est plutôt constant, en tout cas dans ce qu'il dit le président de la République. Eugénie Bastier. Il me semble difficile pour la France d'avoir une autre position, dans la mesure où la France n'a pas été consultée avant cette attaque en Iran, elle n'a pas été prévenue.
elle ne connaît pas les plans américains. Donc il est difficile pour la France de se joindre à une attaque pour laquelle elle n'a pas été absolument pas prévenue ni consultée. Donc il me semble que la ligne de crête est difficile à tenir. Aujourd'hui, la position d'Emmanuel Macron me semble plutôt raisonnable. Je ne vois pas ce qu'il pourrait faire de plus et d'autres, étant donné que nous n'avons pas été prévenus et que c'est une opération qui nous échappe complètement et qui échappe peut-être même à l'armée américaine elle-même, puisqu'on a du mal à voir leurs objectifs. Encore une fois, la France, moi ce que je regrette, c'est qu'elle est attentiste face à un conflit qui est existentiel pour Israël et je dirais existentiel pour l'Occident. Parce que si l'Iran s'armait effectivement l'arme nucléaire, on ne resterait pas dans une position purement défensive. Donc ce qu'on peut regretter, c'est qu'on regarde le train de l'histoire passer, encore une fois, dans une position purement attentiste. C'est mon sentiment. Enfin, on peut regretter aussi autre chose. Pardonnez-moi. Georges, je veux bien qu'on intervienne partout dans le monde, mais c'est pas notre guerre. Si. On a été ciblé à plusieurs reprises depuis le début du conflit. On a des traités d'engagement avec les Émirats notamment. Donc c'est quoi? Donc vous voulez envoyer des hommes? C'est quoi votre position? Vous voulez envoyer des forces? Ma position, c'est qu'il faut s'unir pour faire tomber ce régime. Non mais donc faut s'unir sur d'autres régimes sans doute. C'est-à-dire que la France doit intervenir là où. Oui, moi je pense. Oui. Non, mais je pense que l'Union européenne doit se mobiliser pour mettre un terme à un État terroriste. Ça échappe à la réalité militaire, c'est-à-dire qu'Israël, par exemple, le Premier ministre a annoncé que les capacités nucléaires avaient été éradiquées. Je pense que, honnêtement, autant les Américains et les Israéliens n'ont pas vraiment besoin de nous pour aller taper les infrastructures nucléaires. Bon, Éric Revel, dans l'extrait, je veux bien qu'on intervienne partout dans le monde. Hein, on n'intervient nulle part. Où intervenons-nous? On a été chassés d'Afrique. Je vous répète. On n'a plus la parole dans le conflit russo-ukrainien. Il me semble. On n'existe plus sur le plan international. Georges, c'est aux Iraniens de faire tomber leur régime. Pardonnez-moi de le dire de manière aussi rude que cela. Pas. Ils ont besoin de nous. En tout cas, c'est difficile pour la France d'intervenir. En revanche, si la France est attaquée, elle doit évidemment répondre. Mais elle l'est attaquée. Non, mais dans l'extrait, Éric Revel, pardonnez-moi, il y a un moment qui est complètement confus quand le président de la République dit on va sans doute investir le détroit d'Ormuz quand la situation sera plus calme. Mais plus calme, ça veut dire qu'il n'y a plus de conflits, qu'il y a un peu moins de conflits. Bon, donc ça, c'est la première chose. Puis ce qu'on oublie, c'est que les bateaux qui circulaient dans le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, au-delà du minage, au-delà des missiles qu'ils peuvent prendre, il faut savoir que les assureurs n'assurent plus ni les pétroliers. Non, mais c'est très important, parce que toutes les cargaisons qui vont transiter seront au risque et péril, en cas de problème, de ceux qui les chargent. Donc, tant que les assureurs, au-delà d'aspects militaires, n'assureront pas les pétroliers, les méthaniers ou les bateaux de commerce, en fait, il n'y aura pas de circulation dans le détroit d'Ormuz. Non, mais j'entends ce que disait Thomas tout à l'heure, mais quand je vous ai dit, est-ce que c'est clair? Alors, je pense qu'effectivement, il ne peut pas dire autre chose. Mais j'entends aussi, la France participera à la sécurisation du détroit quand il sera sécurisé. Oui, c'est ça. Voilà, quand ce sera plus calme. C'est ça que j'entends. Donc, vous voyez, je l'entends un peu comme ça. Oui, mais vous comprenez bien qu'en fait... Mais c'est de la diplomatie, j'entends. S'il dit on va débloquer les détroit d'Ormuz demain matin, Téhéran, forcément, fait de la France une cible... Je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que je trouve que la position d'Emmanuel Macron me paraît celle qu'il faut avoir. Sauf qu'effectivement... Rachel Kahn. Alors, j'entends les éléments de langage diplomatique, mais on ne peut pas dire qu'on n'est pas impacté par ce conflit. C'est la continuité du 7 octobre. Nous avons eu des morts le 7 octobre, une quarantaine de morts. Nous avons eu des bases qui ont été touchées. Donc on ne peut pas dire que ce conflit ne nous concerne pas. Le détroit d'Ormuz, et c'est Trump qui en a parlé également dans son salon de la Maison-Blanche. La seule chose qui nous manque, c'est ce détroit d'Ormuz. Et donc il faudrait 2 personnes qui lancent 2 petites bombes dans l'eau, et puis tout ceci serait résolu. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors le Japon, la Chine, l'Europe, certaines parties de l'Europe nécessitent le détroit d'Ormuz pour recevoir leur pétrole. Ce n'est pas notre cas, moins de 7% d'ailleurs. On n'a même pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'ailleurs de ce pétrole qui vient du détroit d'Ormuz. Nous n'utilisons pas ce détroit. Donc on le défend pour le reste du monde. Et en ce qui concerne l'OTAN, ils ne veulent pas nous aider à défendre ce détroit alors qu'ils en ont besoin beaucoup plus que nous. Et maintenant, ils sont de plus en plus gentils avec moi puisqu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de moi. Et peut-être qu'il est trop tard. Le Royaume-Uni veut envoyer des porte-avions. Et j'aurais dit, je veux ces porte-avions avant la guerre. Je ne veux pas une fois que la guerre sera finie. Bon,
Rien de nouveau sur le rapport de... Par contre, le Japon fait partie justement des 6 États. Et ça vient sans doute de leur entretien à la Maison-Blanche. Le Japon qui n'était pas tellement impliqué jusque-là, qui a pourtant une marine très efficace. Bon, on réécoutera ce qu'il a dit tout à l'heure sur Pearl Harbor, parce que c'est l'humour trumpien, mais c'est vrai que ça peut être étonnant. Il y avait, elle est première ministre, c'est bien ça? Première ministre, alors... vous regarderez bien son visage lorsqu'il parle de Pearl Harbor, parce que elle est nationaliste, elle est d'une ligne très forte, très volontaire au Japon. Elle a été élue sur ça. Bien sûr, donc c'est d'autant plus. Elle est encore plus le à droite Japon n'est jamais avare d'une surprise. Oui, mais on les réécoutera dans une seconde. Mais les conséquences de la guerre, Emmanuel Macron, les conséquences de la guerre, c'était hier à Bruxelles. J'espère qu'en tout cas tout le monde reviendra à la raison, parce que tout cela évidemment a un impact pour tous les pays qui sont touchés. Ça a un impact sur le marché mondial. On le sait, depuis le début de cette guerre, les prix du gaz et du pétrole ont augmenté, parce qu'on parle de 20% de ce qui alimente le marché mondial qui passe par Hormuz. Mais si les capacités de production elles-mêmes sont détruites, il y aura un impact beaucoup plus durable de cette guerre. Donc nous allons continuer de nous mobiliser et évidemment nous avons passé aussi ce message aux Iraniens et je souhaite, c'est pour ça qu'il y ait des discussions aussi directes qui puissent s'établir entre Américains et Iraniens sur ce point. Alors je vais le traduire dans des termes infiniment plus triviaux, c'est le syndrome du paquet de pâtes. C'est-à-dire que les gens se ruent. C'est pas comme en 2020. En 2020, il y a eu le Covid, les gens sont allés dévaliser les rayons. En 2022, il y a eu la guerre de l'Ukraine, les gens sont allés dévaliser les rayons. Là, visiblement, c'est quand même pas aussi. Oui, mais ça existe, net. tu as raison. Mais c'est ce qu'on appelle le syndrome sur le sujet. Exactement, c'est ce qu'on appelle le syndrome du paquet de pâtes. Les conséquences de la guerre, ça c'est en termes diplomatiques, chic, élyséens, et en termes plus populaire, prosaïque, c'est le syndrome du paquet de pâtes. Oui, c'est le syndrome aussi du bidon d'essence, parce que là, l'essence va augmenter et la France est complètement démunie pour faire face à une crise. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'en Italie, Giorgia Meloni a baissé le prix de l'essence de 25 centimes parce qu'elle a les moyens de le faire, parce qu'elle a des finances assainies, même si elle est sur une bonne trajectoire. Nous n'avons pas les moyens de le faire. Et là, on va payer les conséquences du budget catastrophique. Parce que vous ne pouvez pas baisser le prix de l'essence quand vous avez la retraite à 62 ans. Vous êtes... D'accord avec vous, mais moi Meloni peut le faire parce que les Italiens partent à la retraite à 67 ans. J'avais proposé de plafonner. J'avais proposé, c'est tendu de dire ça d'ailleurs. J'avais dit, tiens, comme le budget a été, enfin je ne vais pas refaire ce que je dis tous les jours, le budget a été calculé avec un baril de dollars à 61 $. 61 $. Donc, tu plafonnes les taxes sur le litre d'essence. Au-delà de 61 $, tu fais rentrer tes taxes au prix où tu les as fait, mais tu n'as pas à avoir de la TVA sur les taxes en plus, vous me suivez? Alors, j'avais soumis votre idée à Philippe Juvin, qui est le rapporteur du budget, qui avait trouvé ça très intéressant. Bah oui. Mais vous savez que la contraposée... Je vous remercie. Je vous le dis. Je vous rends hommage. J'ai fait un truc de bon sens. Pas souvent pour moi je vous rends hommage. Je rends hommage à l'Ilien que vous êtes, à l'île de Ré. Vous savez, le problème, quand vous regardez dans l'autre sens votre proposition, ça veut dire que le budget qui a été voté qui est passé en 49.3, il est déjà invalide en réalité. On va peut-être devoir refaire le budget. Mais bien sûr, on va ben oui, parce que quand vous basez sur un budget sur un baril à 61... Et il baisse là ce soir, aujourd'hui, ce matin. Il est à 108 $, le Brent de la mer du Nord ce matin. Oui, mais ça baisse un peu. Oui, ça baisse. Ça redescend. Mais on était à 60 au début du conflit en... Eh ben oui. Juste sur le syndrome du paquet de pâtes, c'est aussi... C'est bien le syndrome du paquet de pâtes. C'est pas mal, mais c'est le résultat aussi des politiques du gouvernement. C'est-à-dire que quand on voit le niveau d'impréparation du gouvernement dans les crises que vous avez évoquées, je peux comprendre que les Français ne soient pas super rassurés par les propos de Madame Région, par exemple, qui dit on n'aurait pas vu venir l'augmentation. Ah non, madame, formidable, Madame Région. C'est quand même pas de nature à rassurer les Français, je le comprends. Elle a dit, d'ailleurs, j'ai demandé à Marine qu'on le sorte, ça, le mea culpa, je ne sais pas si on l'a. Gauthier Lebret a montré cette séquence hier. C'est tout à fait étonnant. Gouverner, c'est prévoir. Elle dit, à 8 jours, elle dit, on ne l'a pas vu, ça fait 8 jours qu'on en parle. Quoi, 8 jours, ça fait 15 jours qu'on en parle. Mais bon, ils sont un peu en retard parfois à l'Élysée sur certaines choses, mais c'est la vie. Alors, est-ce que vous avez écouté ce qu'a dit Emmanuel Macron, j'allais dire le missile qu'il a lancé à la Russie? Très étonnant. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a... Bon, écoutez Emmanuel Macron, ce qu'il a dit sur la Russie et sur Vladimir Poutine. Il y a 2 ans, dans la carte du monde, on vous disait qui sont les grands alliés de la Russie? Le Venezuela, M. Maduro, M. Bachar el-Assad en Syrie, et les dirigeants iraniens. C'était véridique, vous l'aviez dans toutes vos cartes, vous le sortiez dans tous vos journaux, dans toutes les cartes que vous présentiez. Ce sont les grands alliés de la Russie, ils les protègent.
Le constat qu'on peut légitimement faire, c'est que il ne fait pas bon être protégé par la Russie. Parce qu'on n'a pas vu la Russie s'activer beaucoup pour protéger ni M. Maduro, ni M. Bachar el-Assad, ni manifestement le guide suprême iranien. C'est étonnant, ça. Hein. Oui, ce qui est intéressant. Il y a un côté, j'ai toujours raison. Mais grâce à qui? Qui a abîmé les adversaires de la Russie? Le Venezuela en Iran? C'est quand même Donald Trump. Donald Trump qu'on accuse d'être un agent russe. Je veux dire, bon, un agent russe, il n'est pas très sympa avec les amis de la Russie. Je veux juste souligner ça parce qu'on dit depuis le départ que Trump serait dans les mains de la Russie, qu'il serait une marionnette des Russes. En attendant, il a décapité le Venezuela, il est en train d'attaquer les Iraniens qui sont alliés avec les Russes. Donc je trouve que c'est un drôle d'allié pour la Russie, parce qu'il fait plutôt du mal aux copains de la même manière, quand on est allié à l'Ukraine, on doit être contre la Russie et donc contre l'Iran de manière extrêmement ferme. On pourrait retourner l'argument contre Emmanuel Macron parce qu'il y a un certain nombre de partenaires aussi qui ne sont plus au pouvoir. Je pense à Justin Trudeau au Canada, je pense à Mario Draghi en Italie, qui étaient des macronistes d'une certaine manière et qui ne sont plus non plus aux responsabilités. Je ne vois pas l'intérêt. Non, moi je vois pas l'intérêt. C'est toujours pareil. Je vois pas l'intérêt pour Emmanuel Macron de dire ça, même si c'est vrai. Je ne vois pas l'intérêt qu'il a à le dire. Et ça montre là aussi une nature. Je trouve que c'est pas malin, si vous me permettez. Ça peut exciter les Russes. Voilà, c'est pas malin. Même si c'est vrai. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous met plutôt en danger. Vous avez envie d'être en danger avec la Russie? C'est ça, oui. Donc, bon. Mais enfin, c'est le président de la République. S'il veut venir s'en expliquer sur ce plateau, il est évidemment le bienvenu. C'est Jacques Chirac qui l'invite. Bon, évidemment. Au début, ça m'a fait rire. Mais je n'ai plus ri du tout. Bon. Écoutons Donald Trump. Alors, Donald Trump, c'est le printemps un peu de légèreté dans ce monde quand même rude. S'il vous plaît. Et écoutez Donald Trump qui confirme qu'il n'y aura pas d'envoi de troupes. Non, pas de troupes pour l'instant. Si c'était le cas, je ne vous le dirai pas d'ailleurs. Mais pas de troupes pour l'instant. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour que les prix n'augmentent pas. Le Dow était à 50 000 il y a quelques semaines et ils avaient dit que ce que je souhaitais faire n'était pas possible. Et moi, je ne pensais pas que les choses allaient se dérouler aussi rapidement. Donc 50 000 en un an, pas 4. Manifestement, le président Trump a bien reçu la cravate que lui a envoyée Sarah Knafo, puisque c'est le jaune de ça. À moins qu'il souhaite supporter le FC Nantes, ce que je n'exclus pas non plus avant un match important dimanche contre Strasbourg. Mais ça a sorti alors derrière. Oui. L'équipe d'Emmanuel Grégoire a dit que voter Datis, c'était voter Trump. Donc on n'est pas très loin de la. Finalement, dans votre plaisanterie, vous n'êtes pas très loin de la réalité. Bon, on parlera des municipales dans une seconde. Bon, là, il fait de la diplomatie. Si évidemment il y a des troupes envoyées en Iran, il ne va pas le dire à la journaliste ou aux journalistes. Pour l'instant. Hein. Oui, il a dit pour l'instant, mais bon, oui. Et puis, il a changé. Il y a quelques jours, il disait le contraire. Ce qui nous surprend, c'est pas tellement l'imprévisibilité de Trump. Moi, ce qui me surprend, c'est l'impréparation de ce qui se passe en Iran. C'est ça qui est. C'est effectivement. Oui. Ça, on n'en sait rien. L'impréparation. On ne sait pas ce qu'il a prévu. Ça fait des. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas de préparation. Vous trouvez que le conflit n'est pas en train de s'enliser? Ah non, pas du tout. Ah bah écoutez. Ah non. Je trouve que ça. J'entends les voix officielles, notamment de M. Netanyahou, qui nous dit que tout est sous contrôle. J'ai plus de doutes. Comment faire tomber un régime lorsque le peuple est sous les bombes si vous n'envoyez pas de troupes au sol? Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples d'ailleurs en histoire. De régimes qui tombent Paradis, c'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que la position tout à l'heure, je vois sur les réseaux, j'ai dit c'est aux Iraniens effectivement de décider. C'est paradoxal parce que effectivement ce régime est horrible. On l'a dit, faut intervenir et l'Amérique a eu raison d'intervenir parce qu'elle était en danger. Évidemment que les tortures, la liberté, tout cela, bien sûr, faut intervenir. Je parle simplement du côté français. Moi, je défends les intérêts français, si j'ose dire. Vous aussi. Est-ce que c'est notre intérêt? Oui. Bon, d'accord. Je peux avoir une opinion. Évidemment, vous avez votre opinion. Je pense que depuis le Drakkar, on a eu quand même quelques victimes. Oui, j'entends. Vous êtes là pour la donner, en tout cas. 40 morts français, effectivement, le 7 octobre. On va rappeler Pearl Harbor, parce que Pearl Harbor, c'est le 7 décembre 1941. Ce qui me permet de saluer l'ami Jean-Claude Darmon, puisqu'il est précisément né le 7 décembre 1941. Il est né le jour de Pearl Harbor.
n'y voyez aucun rapport, bien évidemment. Bon, mais Pearl Harbor, c'est effectivement les Japonais qui attaquent, quoi. Je souris parce que Trump me fait sourire, qui attaquent une base navale américaine qui est basée à Pearl Harbor. Et ceux qui ont vu la série, c'était Papy Bombington, je crois, voilà, quand on était enfant. Ah, bien sûr, c'était cette période. Avec un film. Voilà, c'était Robert Conrad, je crois, qui jouait. Bon, on voyait ça à la télévision, donc on connaissait cette histoire. Ne regardez pas, honnêtement, je suis pas de votre génération. Non, mais d'accord, on connaissait cette histoire américaine. On connaissait cette histoire américaine. Tu parles de Pearl Harbor aujourd'hui dans la rue, je suis pas sûr que les uns et les autres savent précisément ce que c'est. Et donc, Trump, qui se permet tout, il y a quand même la ministre japonaise qui est à côté de lui, va lui rappeler qu'effectivement, il a attaqué par surprise, comme vous, quand vous êtes venu à Pearl Harbor, vous ne nous avez pas prévenu avant. Ce qui est quand même à lui, cette séquence, et regardez bien le visage, alors malheureusement les auditeurs d'Europe 1 ne le verront pas, mais regardez bien le visage de la première ministre japonaise qui ne scie pas. Cette séquence est trumpienne. Une chose est sûre, il ne faut pas trop en dévoiler. Vous savez, quand on est passé à l'attaque, on a attaqué fort et on n'a prévenu personne parce qu'on voulait l'effet de surprise. Qui s'y connaît mieux que le Japon en matière de surprise? Bon, pourquoi vous ne m'avez rien dit sur Pearl Harbor? C'est ça la question. Non, vous croyez beaucoup plus à l'effet de surprise que nous. Et on en a eu, c'est vrai. Grâce à ça, on a bouclé les 2 premiers jours, on a probablement accompli 50% de ce qu'on avait prévu et bien plus que ce qu'on avait anticipé. D'ailleurs, en voyant la séquence, je pense que peut-être c'est sans doute une question d'un journaliste japonais, manifestement d'une télé japonaise. On peut être très critique avec Donald Trump, c'est mon cas d'ailleurs sur ses limites, etc. Mais il a quand même un sens de la répartie. Et il arrive à... Enfin, il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est quand même assez impressionnant. Il ne dit qu'une vérité. Sur la forme et sur le fond, pardonnez-moi, il n'y a que lui qui peut faire ça sur le fond. Parce que quand vous êtes l'homme le plus puissant du monde, en réalité, vous pouvez tout vous permettre. C'est ça aussi la position de Trump. Je trouve pas ça insultant. Non, c'est pas. Mais non seulement c'est pas. C'est une réalité historique. C'est très fin. C'est assez juste sur le fond. Je veux dire, ceux qui prennent. Il faut y penser, quoi, sur le moment, et avoir la répartie. Mais ceux qui prennent Trump pour un balourd, ce qu'il dit est très fin, très subtil, très drôle, très vrai. Ça la met sans doute dans une situation inconfortable, Pascal. Oui, mais vis-à-vis de son électorat et de l'Amérique, il rappelle quelque chose d'évident, qui est une blessure pour tous les Américains. Et je rappelle que Pearl Harbor, c'est ce qui fait entrer les États-Unis en guerre. Donc, je pense que si tu es américain, tu es fier de ton président qui dit cela. Il y a eu Hiroshima, Nagasaki, ensuite au Japon. Enfin, je veux dire, c'est quand même un passif, quand même. Enfin, pardon, mais je trouve ça, à moi, assez inopportun. Non. Oui. Parce que les Japonais, ça, ils ont aussi un traumatisme très puissant. Bon.